Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo relative à l'autisme. En effet, j'ai déjà posté la semaine dernière une vidéo, mais que j'ai mise en privé parce que je ne voulais vexer personne. En la revoyant, je me suis dit que j'avais peut-être dit des choses qui pouvaient heurter certaines personnes. Donc voilà, je l'ai mise en privé. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo, donc pour tout le monde. Ce n'est pas une vidéo professionnelle, bien sûr. Donc pour vous expliquer, je fais des vidéos de yoga, des vidéos d'hypnose, je me suis formée à ça. Mais je suis aussi donc parent d'un grand jeune qui a 20 ans et qui a été diagnostiqué comme appartenant au trouble du spectre autistique à 13 ans. Donc il y a maintenant 7-8 ans. Voilà. Alors je voudrais aujourd'hui en fait vous parler d'une particularité propre à ces jeunes, à ces enfants. Donc comme je le dis, ce n'est pas une vidéo professionnelle, c'est une vidéo de parents à parents et j'espère que tout ce que je pourrais dire pourra vous informer, vous sensibiliser, vous amener à mieux comprendre certains fonctionnements, certaines réactions, aussi bien des enfants avec autisme que des adultes avec autisme. Donc c'est une destination c'est une vidéo de vulgarisation, plutôt à destination des parents, des accompagnants, et j'ai envie de donner des exemples concrets de la vie quotidienne, de ce que nous on a pu vivre, de ce qu'on peut encore vivre avec certaines connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de ces 20 ans. Voilà. Donc vous trouverez plein d'autres vidéos qui sont très bien faites. Il y a un blog qui est fait par une personne Asperger qui s'appelle Super Pépette, où elle explique bien ce qu'on appelle le fonctionnement de ce handicap invisible. Et puis on trouve aussi des vidéos qui sont très bien faites, j'ai eu l'occasion d'en voir, et qui expliquent bien la question de l'hypersensibilité ou hypersensorialité, parce que c'est le thème que je souhaite donc aborder aujourd'hui. Alors l'hypersensibilité, on peut tout à fait être hypersensible sans être autiste, et on en parle beaucoup, il y a plein d'ouvrages là-dessus. Moi-même, je pense que je suis hypersensible. Alors l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? C'est à mon sens quelque chose de vraiment neurologique. C'est un fonctionnement particulier du système nerveux qui fait que on capte de façon beaucoup plus importante tous les stimuli qui nous sont transmis par nos 5 sens. Alors il peut s'agir évidemment du bruit. Très souvent, c'est ce qui revient le plus souvent, mais aussi la lumière, mais aussi le toucher, mais aussi le goût, mais aussi l'odorat. Tous ces 5 sens hypersensibles combinés, bien sûr, agissent sur le système nerveux central, et cela n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement émotionnel, parce qu'on sait très bien que nos émotions, elles fonctionnent bien sûr avec tout ce que l'on peut capter de l'environnement. Par exemple, si on a une réaction plus forte à un choc ou à un bruit, les personnes hypersensibles vont avoir donc si on le capte de façon plus importante, si on est hypersensible, on va réagir de façon beaucoup plus importante qu'une personne ordinaire, on va dire. Par exemple, moi, en voiture, je peux avoir des réactions parfois très fortes, avec le cœur qui bat, lorsque je réagis à des stimuli visuels. Donc c'est important de le savoir. Là, je parle des personnes qui sont pas autistes. Et déjà, voilà, il y a des personnes qui sont pas autistes et qui sont hypersensibles. Cette hypersensibilité, on peut avoir des indices pour la détecter.
moi, c'est vrai que je me suis posé très longtemps la question, parce que notamment par rapport à la douleur. Souvent on me disait oh là là, quelle chochotte. Et puis en fait je me suis rendu compte que ben non, j'avais vraiment une hypersensibilité, je ressentais la douleur, je ressens toujours la douleur de façon plus importante, certainement qu'une autre personne. Et ça, je m'en suis rendu compte en fait en comparant mes ressentis tout simplement, en parlant avec d'autres personnes. Et je me suis dit mais moi je ressens absolument pas ça, pas les choses de cette façon-là. Et donc non, des personnes qui vont avoir donc un ressenti à la douleur, donc là on est plutôt dans le sens du toucher. Donc de tout ce qui touche notre enveloppe physique. Il y a des personnes qui ressentent véritablement les choses de façon plus importante. Ça peut aller jusque, oui, vraiment avoir des réactions physiques qui peuvent paraître inadaptées à d'autres personnes. Évidemment, quand tous ces stimuli physiques s'accumulent, on peut avoir le sentiment, à un moment donné, d'être à fleur de peau, c'est-à-dire de ne plus rien supporter et d'avoir besoin de s'isoler pour pouvoir mieux vivre et récupérer. Parce que la deuxième conséquence, c'est la fatigabilité. Donc là, voilà, j'ai fait une petite introduction sur l'hypersensibilité de façon plus générale. Donc, il n'y a pas que les personnes avec autisme qui sont concernées par l'hypersensibilité, mais par contre, il est évident que les personnes avec autisme ont une hypersensibilité poussée à un degré encore supérieur. C'est-à-dire que en fait, pour faire un schéma très rapide, et là vous voyez bien que je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas ergothérapeute ni rien de tout ça, mais en gros, pour mieux comprendre, on va avoir les personnes ordinaires, j'aime pas le mot normal, mais bon voilà, les personnes qui ressentent les choses dans une norme, on va dire, une norme qui serait fixée par le corps médical, par le corps psycho, etc. Après, on a des personnes hypersensibles, et le degré terminal, c'est les personnes autistes qui ont de toute façon toujours des hypersensibilités. Il faut savoir que toute personne avec autisme est hypersensible, a des hypersensibilités. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert depuis pas si longtemps que ça. Nous, notre fils a 20 ans, et il y a même encore, on va dire 8 ans en arrière, on n'en parlait pas autant. On n'en parlait presque pas, en réalité. C'est vraiment ces 5-6 dernières années qu'on s'est rendu compte que les hypersensibilités jouaient un grand rôle dans l'autisme. Alors pourquoi ? Parce que, là encore, je vais faire un raccourci. L'autisme, ce n'est pas une maladie psychiatrique, c'est un trouble neurodéveloppemental. Alors, comme son nom l'indique, le neuro, c'est-à-dire le système nerveux, pas seulement le cerveau, mais aussi la moelle épinière et toutes les fibres nerveuses qui transmettent les informations, se développent de façon totalement différente chez les personnes autistes et très certainement aussi chez les personnes hypersensibles. J'ai discuté une fois avec une personne adulte, Asperger, qui me disait qu'à son sens, qui lui est philosophe, et il me disait qu'à son sens, l'autisme était en fait la continuité de l'hypersensibilité. Donc on pourrait peut-être dire que voilà, des parents hypersensibles pourraient donner naissance à des enfants autistes. Voilà, ça serait une continuité dans le développement de l'hypersensibilité. Bon, mais ça, ce n'est qu'une hypothèse, c'est pas du tout prouvé scientifiquement. Je le répète, je ne suis pas professionnelle de la santé, et cette vidéo n'a absolument pas vocation à ça. Juste, je propose des pistes et des hypothèses d'explication, voilà, pour mieux vivre les choses au quotidien. Donc du coup, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le système nerveux, et notamment le cerveau, et ça, nous, on l'a constaté avec notre fils, se développe autrement. Ce qu'on avait pu constater quand Hugo était tout petit, il a été suivi, il a eu tout un suivi en hôpital, parce qu'à l'époque, l'autisme n'était pas bien connu, donc dès qu'on avait un enfant avec un développement un peu asymptomatique, on va dire, différent,
très souvent on était orienté vers des neurologues, vers des généticiens, et c'est la chance qu'il a eue, entre guillemets, parce qu'il n'a pas tellement apprécié, nous non plus. Donc Hugo a eu beaucoup d'examens, et parmi les examens qu'il a eu, il a eu des IRM. Des IRM à 18 mois et puis après à 3 ans. Et lors de la première IRM, on a constaté en fait qu'il y avait un retard de myélinisation. La myéline, c'est la substance blanche qui entoure toutes les fibres nerveuses en quelque sorte. Donc on voit bien. Et après, quand il a fait sa deuxième IRM à 3 ans, le retard avait été à peu près comblé. Mais on voyait bien là déjà, et ça n'avait pas été expliqué à l'époque, que le système nerveux se développait autrement. Et là, on le voyait dans le cerveau en fait. Mais on peut supposer que ce développement se fait autrement. Alors là encore, je ne veux pas simplifier à l'extrême parce que je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que donc c'est un trouble neurodéveloppemental, ça veut dire que le système nerveux se développe différemment et que donc, il capte et il intègre, il synthétise les informations de façon différente, ce qui amène le cerveau à se développer de façon différente, d'où neurodéveloppemental. C'est-à-dire que il est évident que le cerveau autiste ne fonctionne pas de la même façon qu'un cerveau neurotypique. Et le cerveau est vraiment lié au système nerveux et donc aux sensations, puisque les nerfs nous transmettent des informations à partir des stimuli que nous recevons. Donc voilà pour ce qui est de l'explication, grosso modo, de ce que peut être l'autisme et du lien qu'il y a avec les hypersensibilités. Alors les hypersensibilités, il peut y en avoir de différentes sortes. Les plus courantes, comme pour les personnes hypersensibles, c'est une hypersensibilité au bruit, une hypersensibilité à la lumière, aux stimuli visuels aussi, pas que la lumière. C'est-à-dire que quand une personne avec autisme se retrouve dans un environnement bruyant, ça va être compliqué pour cette personne. Mais si je développe un peu plus le sens de l'audition, évidemment, on peut avoir une hypersensibilité au bruit, trop de bruit. Mais ce n'est pas la seule hypersensibilité qui peut exister. Il peut y avoir aussi des réactions particulières à des bruits particuliers. Et il peut y avoir des hypersensibilités aux bruits brusques, brutaux, ou même à des bruits qui sont très éloignés. C'est-à-dire que ces personnes, elles peuvent entendre des bruits que nous n'entendons pas forcément. Et ça peut les gêner. Et bien sûr, à chaque fois qu'on a une stimulation, cette stimulation, elle vient se stocker à l'intérieur de nous. Donc plus il y en a, plus ça se stocke et il y a un moment où il y a un trop-plein. En ce qui concerne encore le sens auditif, l'hypersensibilité peut aussi se traduire par une difficulté en fait à discriminer. C'est-à-dire que, par exemple, si vous parlez à une personne avec autisme, c'est le cas de notre fils, par exemple, vous lui parlez et puis à côté il y a la radio. Pour lui c'est pas possible. Il va pas pouvoir orienter et discriminer ce que vous lui dites avec le bruit de fond. De la même façon, une personne autiste, quand elle parle au téléphone, va pouvoir peut avoir la réaction d'aller s'isoler dans une pièce sans bruit pour pouvoir se concentrer uniquement sur le bruit de la personne qui parle. C'est pour ça aussi que on voit bien qu'il y a une question de traitement de l'information. Donc là, on parle de l'information auditive. C'est pour ça aussi qu'on dit, lorsque vous parlez à une personne avec autisme, de parler moins rapidement que je le fais pour vous, d'avoir des phrases courtes pour que les informations puissent vraiment avoir le temps d'arriver, que la personne en face de vous ait le temps de traiter ces informations auditives. Parce que dans le cas contraire, on va se retrouver dans une espèce de flot de paroles où la personne en face de vous ne va pas discriminer et ça va devenir juste un brouhaha, un bruit qui à un moment donné va devenir insupportable
pour la personne en face de vous. C'est la raison pour laquelle il arrive parfois que des enfants avec autisme, quand vous leur parlez, peuvent piquer des crises. Et c'est peut-être, alors je sais pas parce que chaque cas est différent bien sûr, et il faut vraiment pouvoir observer la personne et l'enfant pour pouvoir essayer de mieux comprendre ce qui peut provoquer une crise. Mais ça peut être une des raisons. Si on parle maintenant du sens de la vue, donc des stimuli visuels, ce qui peut poser problème, alors ça peut être en effet des lumières éclatantes, une lumière trop forte, mais ça peut être aussi trop de stimuli visuels, c'est-à-dire beaucoup d'affichage ou beaucoup de choses sur le bureau, qui fait que la personne elle va être en surcharge également. Donc ça c'est la deuxième chose. Mais on a encore beaucoup d'autres hypersensorialités qu'on connaît moins. Alors bon, il y a celui du toucher. Donc il y a des personnes qui vont être sensibles à certains types de toucher quand on les touche fortement ou légèrement. Il va y avoir des hypersensibilités concernant le toucher à certaines matières. Les personnes avec autisme peuvent affectionner certaines matières ou au contraire détester certaines matières. Si je reprends l'exemple que je connais le mieux, par exemple notre fils lui, il choisit certains pantalons, il aime bien les matières fluides, alors évidemment les joggings qui sont tout doux, qui ne serrent pas à la taille, ou les pantalons avec des matières peau de pêche, qui n'engoncent pas, qui épousent mieux la forme du corps. Il déteste par exemple les pulls, il déteste les pulls en laine, et il va détester tous les vêtements qui sont trop près du corps. Alors ça c'est son cas, mais à l'inverse, il peut y avoir des personnes autistes qui vont bien aimer avoir des vêtements près du corps, qui les enserrent, qui les rassurent. Ça va vraiment dépendre de la personne, et c'est vraiment avec la personne qu'on peut définir et mieux comprendre son fonctionnement. En ce qui concerne donc le toucher, je pense que j'ai fait le tour. Après, il y a l'odorat et le goût. Et dans le goût, il y a aussi la texture. Alors la texture qu'on a dans la bouche, ça se rattache aussi, enfin c'est plus proche du toucher en fait. Donc là encore, il y a des personnes autistes qui l'ont mieux expliqué que moi. Joseph Chauvanet, il a écrit un livre qui s'appelle Cuisiner un jour bleu. Il explique bien dans ce livre qu'il y a des personnes avec autisme qui vont affectionner certaines couleurs d'aliments, qui vont ne manger par exemple que des aliments rouges ou que des aliments verts. À l'inverse, certaines personnes vont bien aimer les textures pâteuses, ou au contraire pas du tout. Si je reprends encore l'exemple de notre fils, lui il déteste les viandes qu'il faut mâcher longtemps. Et puis, lui n'aime pas du tout, par exemple, les purées. Et ça, je pense que c'est arrivé, nous on ne le savait pas, on n'avait pas le mode d'emploi quand il était petit. Mais quand on a commencé la diversification, qu'on est passé du lait à la purée, on vous disait oui, il faut faire des petites purées, de légumes, de fruits. Alors là, il a commencé à vomir tout ce qu'il pouvait. Et aujourd'hui, qu'il a 20 ans, il est capable d'exprimer ses ressentis, et il nous a bien dit un des aliments qu'il déteste, c'est la purée, justement, parce que ça lui donne une espèce de réflexe de nauséeux, et il ne supporte pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile, notamment quand les enfants sont petits et qu'ils ne parlent pas, et notamment quand ça concerne l'alimentation. Voilà, si j'ai une remarque à faire, c'est nous, ce qu'on a toujours fait, c'est qu'on a toujours observé, on a testé. Quand l'enfant ne parle pas, on fait des tests. On essaye des choses, ça marche pas, et puis on retire ce qui ne marche pas, et on conserve ce qui marche. Et franchement, peu importe le regard extérieur, et puis même les réflexions de certains praticiens, parce que c'est vrai que l'alimentation, des fois, ça peut vraiment prendre des proportions très inquiétantes, surtout pour des parents, quand on n'arrive pas
à nourrir son enfant, ça peut devenir très inquiétant. Donc c'est pour ça que faites ce qui marche en fait. Observez et faites ce qui marche. Et nous, on est vraiment, et encore maintenant, on est dans l'observation constante pour essayer de détecter les moments où ça va pas, les moments où ça va, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Alors ça, c'est autre chose. Je vais faire juste une parenthèse avant de continuer sur d'autres hypersensibilités. En fait, on demande à ces enfants et à ces jeunes une connaissance d'eux-mêmes qui n'est pas demandée, en tout cas pas si tôt, et pas à ce degré-là, à des personnes neurotypiques. C'est-à-dire que pour que les personnes autistes arrivent à bien fonctionner, une personne autiste qui fonctionne bien, c'est souvent une personne autiste qui se connaît bien. Et d'ailleurs, tous les accompagnements qui sont souvent mis en place autour des personnes autistes, on va toujours trouver la psychologue, l'éducateur, parfois le neuropsychologue, parfois l'ergothérapeute, et tous ces professionnels, ils articulent leur accompagnement pour aider l'enfant, le jeune et les parents à mieux connaître le fonctionnement de la personne autiste. Et chaque fonctionnement est unique. Nous, neurotypiques, on va arriver à une connaissance de soi à peu près, on va dire, convenable et acceptable peut-être vers 50 ans. Mais eux, on va leur demander de mieux se connaître pour pouvoir fonctionner dans la société actuelle. Bien plus tôt, ils vont être amenés à se poser des questions très très tôt sur leurs réactions, sur la raison pour laquelle ils réagissent de cette façon-là à tel moment et face à tel stimuli. Et c'est vrai que ça aussi, ça surajoute. Donc je dis ça parce qu'en fait, vous voyez que ça c'est aussi quelque chose que je voulais vraiment préciser. Pendant très longtemps et encore maintenant, il y a des gens qui pensent que les personnes autistes sont enfermées dans leur bulle et c'est totalement faux. Bien au contraire, les personnes avec autisme, elles sont en prise directe avec le monde. Elles sont comme balancées dans le monde, mais sans aucune barrière et sans aucune protection. Et donc elles sont, c'est comme si elles n'avaient pas de filtre pour à la fois les stimuli, les émotions et tout ce qui se passe autour d'elles. Et en plus, on leur demande, elles ont souvent des accompagnements, c'est-à-dire qu'on leur demande de réfléchir sur elles, et en plus, elles doivent faire tout ce que les neurotypiques font. Donc on peut bien se rendre compte que en fait elles ont une vie de président de la République en vrai, parce que elles doivent gérer toutes leurs sensations, tout ce qu'elles perçoivent, elles doivent réfléchir sur elles-mêmes, elles doivent communiquer avec les professionnels qui les accompagnent, et c'est très bien qu'il y ait des gens qui les accompagnent, et en plus faire ce que font tous les autres. Donc on peut bien comprendre que ça peut provoquer à certains moments des réactions de retrait, et ces réactions de retrait, ce sont pas des réactions où les personnes autistes vivent dans leur monde, pas du tout, c'est juste qu'elles ont besoin de se protéger. Et d'ailleurs, les personnes qui sont hypersensibles, et qui sont hypersensibles mais pas autistes, peuvent le comprendre, parce que il y a des moments où c'est trop, on est en surcharge, et dans ces moments-là, il faut appuyer sur le bouton pause, et on s'isole, et on se met dans un coin, et on se repose pour pouvoir repartir en fait. Alors ça peut arriver beaucoup plus souvent aux personnes avec autisme. Si je continue donc à parler des hypersensibilités, on a parlé donc de l'audition, on a parlé du sens de la vue, du toucher, qui est lié aussi au goût. Il y a l'odorat. Alors en effet, les personnes autistes peuvent être très sensibles à certaines odeurs, et là encore, ça peut les perturber. Donc j'irai pas beaucoup plus loin là-dessus parce que je connais moins. Après, il y a deux autres sens qu'on connaît moins. Il y a la proprioception et l'interoception. Donc la proprioception, c'est en fait la perception de notre corps dans l'espace.
Et ça, c'est en lien avec tout le système vestibulaire, l'oreille interne. Et donc, il y a certaines personnes autistes qui sont extrêmement sensibles ou qui ont des perceptions différentes par rapport à ça. Et alors là, on va avoir peut-être des réactions d'enfants ou de jeunes, soit qui vont être totalement apathiques, soit qui vont être dans le mouvement. Et là, c'est le moment d'aborder la notion d'hyper ou d'hyposensorialité. Ça, c'est compliqué. Il n'y a que les ergothérapeutes qui ont les connaissances nécessaires pour pouvoir émettre des hypothèses quant au fonctionnement de la personne grâce à des questionnaires. Mais tous ces questionnaires sont toujours basés sur l'observation. Et on en revient à ce que je disais il y a quelques minutes, à savoir que lorsqu'on est avec une personne autiste, que l'on soit parent ou accompagnant, enseignant ou AESH ou tout autre accompagnant, c'est très très important en fait d'observer, parce que même les professionnels se basent sur l'observation. Lorsque ils font des profils sensoriels, ils vont interroger la famille, ils vont interroger le jeune, l'enfant, et ils vont aussi s'appuyer sur leurs propres observations. Donc du coup, pour les hypos et les hypersensorialités, l'hyposensorialité, ça va être des personnes qui vont moins ressentir, et qui donc vont aller chercher la stimulation pour pouvoir sentir. Alors ça peut être aussi dans le bruit, ils vont eux bizarrement avoir besoin de plus de bruit pour pouvoir percevoir. Mais c'est souvent en fait cette hypo ou hypersensibilité, on peut mieux la toucher du doigt par rapport justement à tout ce qui est proprioception. Parce que on va avoir des enfants, souvent les enfants du coup qui sont un petit peu moins, qui bougent moins, c'est peut-être des enfants qui ont une hyper sensibilité proprioceptive, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se mettre au calme. Et à l'inverse, des enfants qui vont rechercher tout le temps le mouvement, c'est ceux qui sont en hypo sensibilité proprioceptive. Alors dans le cas, si je vous donne des exemples un peu concrets, parce que l'on a fait de la théorie, nous, notre fils, il est plutôt, je pense, en hyposensibilité dans la proprioception, et du coup quand il était petit, il arrêtait pas de bouger, il tournait en rond, il sautait, on l'appelait le marsupilami. Il faisait des allers-retours en sautant. Alors c'est vrai que pour les personnes proches, c'est épuisant. Et puis alors tout ça, en fait, ça se canalise. C'est-à-dire que, alors nous, comment on a fait, par exemple, par rapport à ça, au début, on ne savait pas. Donc, on criait. Oh, tu vas arrêter, oui, c'est bon, ça suffit, on a marre. Et puis bon, on s'est rendu compte que, de toute façon, ça changeait rien. Et en plus, le fait de crier, ça peut surajouter et au contraire intensifier le comportement. Et il en avait besoin en réalité, et très souvent, alors ces mouvements, c'est pas forcément que une recherche de stimulation. Ça peut être aussi un moyen de décharger. On s'est rendu compte aussi après, quand il était plus grand, que il avait besoin de faire ses allers-retours quand il avait eu une journée chargée et il avait besoin de décharger, comme quand vous allez faire un jogging. Alors en fait, nous, la solution qu'on a trouvée dans un premier temps, quand il était plus jeune, c'était de lui dire « Ok, bon, t'as besoin, nous, franchement, ça nous saoule. » Alors bon, on lui a pas dit comme ça, ce qu'on lui expliquait, c'est que ça créait une espèce d'atmosphère qui fatiguait tout le monde, qu'on comprenait que lui, il en avait besoin. Alors du coup, on l'autorisait à le faire dans sa chambre, mais sur un temps limité. Donc, on mettait un timer, on lui disait, voilà, tu vas dans ta chambre, là, t'as besoin, vas-y. Et puis, mais quand c'est terminé, c'est terminé. Et donc là encore, c'est pas miraculeux, hein, mais ça a fini par s'atténuer. Et puis, comme il a toujours été scolarisé en milieu ordinaire, c'est vrai qu'il a fini par ces comportements qui sont socialement difficilement acceptables ont fini par s'atténuer petit à petit.
Ça lui arrive encore quand il est anxieux, et du coup ça devient en fait un signe d'alerte. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. Ça peut être intéressant. C'est pour ça que je reviens toujours à la même chose, que l'observation est extrêmement importante. Ça lui arrive encore de faire les 100 pas. Alors bon, il saute plus, mais il va faire les 100 pas. Et en général, quand on note ça, bah c'est qu'il est fatigué, c'est que ça va pas, c'est que il faut faire une pause, c'est que voilà, c'est un signal en fait. Donc tous ces petits signaux permettent aussi de mieux comprendre donc le fonctionnement. Donc j'en étais au système à la proprioception, donc c'est un sens que l'on a, et il faut savoir donc que certains enfants, certaines personnes adultes avec autisme peuvent avoir une plus grande sensibilité à ça ou une moins grande sensibilité à ça, et que donc cela a des conséquences. Pour terminer avec la proprioception, qui est aussi la perception du corps, et vous donner un dernier exemple, on s'est rendu compte que notre fils adorait les massages et qu'il en avait besoin et que ça lui permettait de décharger aussi. Ça fait partie de la proprioception. Le massage peut aussi être un outil pour aider l'enfant ou le jeune. Alors c'est là encore à tester. Certains peuvent détester. Nous, notre fils aime beaucoup, mais c'est pas venu d'un coup. C'est-à-dire que là encore, il faut tester, et il faut tester de façon progressive. Et puis des massages, il y en a de plein de sortes. Et puis ça peut être fait de plein de façons différentes. Une chose qu'il aime beaucoup, c'est toutes les balles à toucher. Alors des balles avec des résistances différentes ou avec des textures différentes. Il existe des balles de massage. Il existe aussi plein de choses pour les massages avec des petits picots, et lui il en a plein dans sa chambre, et il les choisit à différents moments. Alors lui il a 20 ans, mais c'est des choses que vous pouvez peut-être proposer à vos jeunes ou à vos enfants déjà un peu plus jeunes. Pour tout ce qui est motricité, il existe vraiment plein de choses, des balles à picots ou des balles douces, et c'est très intéressant. D'ailleurs c'est très intéressant, pas que pour les enfants avec autisme. Après, le dernier sens qui existe et qui est très très peu connu, mais que les personnes hypersensibles peuvent connaître, c'est l'interoception, c'est-à-dire la perception qu'on a des sensations à l'intérieur de soi. Et c'est aussi quelque chose qu'on développe quand on fait du yoga. J'en parle souvent dans mes vidéos de yoga adapté. C'est juste se poser, on peut développer ce sens en se posant et puis en se disant voilà, qu'est-ce que je ressens, mais juste dans le corps, pas dans les émotions, justement, ne pas être dans la tête. Alors les personnes avec autisme, elles peuvent avoir une interoception plus ou moins développée. Ou parfois les deux. Alors ça concerne en fait tout ce qui est relatif à la maladie et à la douleur. C'est-à-dire que dès qu'il y a une sensation interne qui change, ça peut devenir très angoissant pour une personne avec autisme parce qu'elle ne maîtrise pas et parce qu'elle ne comprend pas. Par exemple, des choses qui peuvent être anodines, des gargouillements de ventre, peuvent être très déstabilisants. Alors dans ces cas-là, selon l'âge et selon le degré de verbalité du jeune, de l'enfant ou de la personne qu'on a en face, on peut expliquer. Ou alors on peut avoir recours à des exercices de respiration ou des exercices de massage si ça concerne le ventre ou différentes parties concernées. Après, ça peut poser des problèmes et ça peut être très angoissant pour les personnes environnantes parce que parfois les personnes avec autisme, elles ont des sensations qui peuvent les angoisser, qu'elles ne comprennent pas et qu'elles n'arrivent pas à verbaliser. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Notre fils, il nous disait qu'il avait des vertiges.
que certaines impressions visuelles, des carreaux ou des lignes très répétitives, lui provoquaient des vertiges. On s'est rendu compte finalement que bon, il faisait des vertiges, des malaises vagos, donc quand on se lève très brusquement, ça peut arriver à tout le monde d'avoir la tête qui tourne, mais ça, il a fallu vraiment beaucoup de temps, et lui, ça l'angoissait beaucoup, à tel point que à certaines périodes, il avait des difficultés à sortir de la maison, parce qu'il avait peur que ça le prenne n'importe quand. Donc là, quand on a un jeune avec qui on peut échanger, ça c'est voilà l'explicitation verbale, expliquer que c'est pas grave, que ça peut faire peur, mais que ça arrive à certains moments, ça peut être intéressant. Et proposer aussi des solutions, juste de s'asseoir et puis se relever tout doucement. Après, quand on a des enfants, on peut passer par le mime et puis leur proposer juste de montrer, de respirer, de montrer comment on fait, de se relever doucement. Là, si je parle des histoires de vertige. Après, voilà, chaque cas est différent. Moi, je vous donne des exemples et des réflexions qui sont issues de notre vécu. Mais chaque famille aura un vécu différent. Donc là encore, observer et puis mieux comprendre pour pouvoir trouver ses propres recettes en fait. Et la dernière chose, et je vais terminer là-dessus, sur les hypersensibilités, donc je le disais au début de la vidéo et tout au long de la vidéo, donc on comprend bien que tous ces enfants, ces jeunes, ils sont vraiment en prise directe avec le monde et que ils sont parfois submergés par leurs sensations, par tous leurs sens, et comme je disais, donc ils ont aussi beaucoup de choses à gérer. Et donc, très souvent, ce sont des personnes qui sont très fatigables et qui arrivent très très vite en fait à une saturation. Et donc, c'est très important de pouvoir détecter ces signes de saturation. Alors là encore, il y a que le rapport, la synchronisation, le fait d'observer la personne qui peut permettre de détecter tous ces petits signes. Et dans ces cas-là, le mieux, c'est vraiment de proposer à l'enfant, aux jeunes, soit de s'isoler. Alors parfois ils l'acceptent pas parce que du coup ils ont l'impression de vivre ça comme une punition, ils ont envie d'être avec les autres, ça c'est la première solution, ou bien alors simplement ils sont en roue libre, c'est-à-dire que le système nerveux a pris le dessus, comme nous quand on est trop dans le speed où on n'arrive plus à dormir, eux c'est pareil. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, on peut proposer des choses de retour au calme parmi les autres. Alors c'est pas toujours facile, notamment en milieu scolaire, mais peut-être faire des exercices de marche par exemple, marche rapide, et puis petit à petit, on diminue pour pouvoir reprendre un rythme plus lent. Après des solutions, voilà, elles se trouvent en situation et en fonction de la situation et en fonction de l'enfant et du jeune. Mais en tout cas, il est sûr que ce sont des enfants et des personnes qui sont très vite en surcharge et qui se fatiguent beaucoup plus vite. Alors pour vous donner un exemple, nous, notre fils est rentré hier du lycée. À 18h, il était pas bien, fatigué, mal de tête. Alors en période Covid, on s'est dit ouais, ça y est, c'est bon. Mais on n'a pas appelé notre médecin tout de suite parce qu'on le connaît. Et du coup, il s'est couché à 18h et il a dormi jusqu'à 10h ce matin. Et il s'est réveillé, ça va mieux. Et ça lui arrive régulièrement, ce genre de gros coups de barre en fait, mais démultiplié par rapport à une personne ordinaire. Voilà, donc j'espère que je vous ai, que ça va vous intéresser, que ça nous a donné des pistes, des meilleures pistes de compréhension et des meilleures pistes pour mieux cerner le fonctionnement et trouver des situations, des solutions peut-être. Voilà.